bonjour tout le monde à la maison aussi. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette présentation sur les organisations autonomes décentralisées. Évidemment, ce soir, on n'ira pas dans le détail. C'est une introduction à ces nouveaux véhicules juridiques qui, dans le futur, devraient permettre d'exploiter une entreprise couramment, je dirais. Aujourd'hui, ça se fait, mais on en est encore au tout début là, avec ces véhicules. Et ils sont, je dirais, aujourd'hui particulièrement réservés aux gens qui sont dans le domaine des nouvelles technologies, des technologies émergentes. Bon, réservés, c'est-à-dire utilisés plutôt, non pas réservés, c'est qui peut également les utiliser. Donc, on démarre, et puis après avoir transformé, je dirais, radicalement le système financier au cours des dernières années, c'est maintenant la gouvernance qui est à la mode lorsqu'on parle de technologie de chaîne de blocs. Et c'est le secteur, entre autres, des organisations autonomes décentralisées qui, je dirais, a la vedette. Et c'est un peu ce que je vais vous montrer ce soir. Donc, en introduction, je vous dirais que les organisations autonomes décentralisées, vous avez utilisé ou en train de permettre d'utiliser l'acronyme DAO plutôt que OAD. Donc, j'utilise l'acronyme DAO parce que dans la communauté juridique mondiale, c'est le cas actuellement, donc c'est un secteur de droit qui est en émergence, et c'est cet acronyme qui est le plus connu, donc c'est plus facile que d'utiliser OAD. Donc, des organisations qui sont intrinsèquement internationales, qui ne fonctionnent pas selon le droit de société que vous connaissez. C'est peut-être ce qui va être le plus difficile à intégrer au début, mais ce sont des organisations qui fonctionnent selon les dictats, les caractéristiques de la blockchain, de la chaîne de blocs. Par exemple, comme entrée en matière, je dirais que les DAO vont être autonomes face aux banques ou encore au registre étatique, puisque ce sont des organisations qui, lorsqu'elles sont sur la blockchain, sur la chaîne de blocs, elles n'ont pas à faire valider leur existence ou encore à ouvrir un compte bancaire. Donc, elles ont leur compte, leur portefeuille, utilisons le terme, leur wallet crypto. Et considérant que la blockchain, la technologie est un registre qui est immuable, il enregistre évidemment les informations de la DAO et il joue le rôle des registres, comme par exemple le registre foncier, le registre de loi et réel mobile. Donc, c'est tout un changement, je dirais, de paradigme que je vous propose ce soir. Donc, c'est une évolution du modèle traditionnel capitaliste des organisations. Donc, ce modèle capitaliste des organisations, vous le connaissez, je pense aux sociétés, là, je pense aux étudiants qui sont ici actuellement. Donc, les sociétés personnes, les sociétés par action, qui est le modèle type de la société capitaliste. Donc, qui est un modèle verticale avec ses actionnaires et la clientèle versus le modèle de la DAO qui est un modèle horizontal. Donc, avec le porteur de projet, on va le voir tout à l'heure, les investisseurs et les utilisateurs donc, qui tournent autour de l'organisation. Donc, c'est aussi de revenir un petit peu en arrière. Donc, les DAO, c'est aussi une nouvelle façon de structurer des activités économiques et de les financer. Et là, je pense entre autres au Web 3.0. On commence à parler du métavers. Eh bien, ce sont des organisations qui sont faites pour fonctionner, particulièrement dans ce secteur, dans ce monde qu'on pourrait qualifier de parallèle, mais qui devrait évidemment prendre tellement de place que on devrait, vous et moi, utiliser, faire des affaires, jouer donc dans ce monde-là, dans le futur. Donc, avant d'aller plus loin et d'entrer dans le plan de la présentation en telle, vous vous posez peut-être des questions, et il y en a certainement qui vont me demander, donnez-nous des exemples de ces organisations.
Si vous vous posez des questions, vous voulez avoir des exemples d'organisations de ce type, il y a un site qui est intéressant, deepdao.io. Donc, c'est une espèce d'agrégateur, je dirais, de données. Et vous aurez évidemment de l'information. Actuellement, je regardais aujourd'hui, vous avez 2416 DAO qui sont recensés dans ce site avec toute l'information sur les membres, le type de jetons, les fonds, la capitalisation, etc. Donc, vous avez des DAO qui sont très connus. Vous en avez d'autres, évidemment, sur ces centaines d'organisations qui le sont moins, mais vous allez en reconnaître là, tout au long de la présentation. Et il ne faut pas oublier non plus que lorsqu'on parle de ces organisations, les membres agissent sous pseudonyme. Donc ça, c'est une question qui est, c'est un élément qui est important. Lorsqu'on fait référence au pseudonyme, on a donné un exemple ici, ce n'est pas moi personnellement, Charlène Bouchard, qui vais faire l'acquisition, par exemple, de jetons de telle organisation, telle DAO, mais c'est moi sous mon pseudonyme. Ça, évidemment, ça engendre des problèmes au niveau juridique. On y reviendra là, dans les prochaines minutes. Donc, voilà le plan de la présentation que je vous propose ce soir. Donc, dans un premier temps, on va tenter de se mettre tous à niveau, donc de voir quels sont les fondamentaux, j'appellerais, de la DAO, donc sa définition, ses principales formes, ses fonctions, avant de traiter dans la deuxième partie de son encadrement juridique. Donc, les États, vous allez le constater, il y a des pays qui ont des lois sur les DAO pour encadrer, donc qui confèrent la personnalité morale à ces organisations, versus ceux comme le Québec qui n'en ont pas. Et on doit faire, évidemment, avec les formes juridiques qui existent actuellement et qui ne sont évidemment pas adaptées, ce qui cause des problèmes. Puis je terminerai peut-être en conclusion, si j'ai le temps, parce qu'on a commencé quand même un peu tard, donc sur les enjeux en conclusion de la DAO, donc la décentralisation de la gouvernance, son statut juridique qui est incertain, et toute la question de l'inintelligibilité du contrat intelligent. C'est bien beau de parler de contrat intelligent, mais encore faut-il être capable de lire, de comprendre ce code. Donc, si on n'a pas de formation, d'aptitude en informatique, ben, c'est difficile, évidemment, de comprendre ce que l'on signe, quels sont les tenants et aboutissants de l'équivalent des statuts de la DAO. On ne parle pas de statut de société, mais on va parler des statuts de la convention de l'organisation. Donc, c'est ce dont on va traiter là, dans les prochaines minutes. Donc, d'emblée, qu'est-ce que c'est tout d'abord une organisation autonome décentralisée? Donc, je vous ai mis deux définitions. Une définition, tout d'abord, plus simple dans mes mots, qui n'appartient pas au dictionnaire, pour vous permettre de comprendre. Donc, c'est une entité qui, selon moi, offre de nouvelles opportunités de collaboration mondiale. Donc, ça, c'est un élément qui est important, entre un grand nombre de personnes. Donc, souvent, il y a beaucoup de monde qui se cache derrière ces organisations, et ces gens-là se retrouvent un peu partout sur la planète. Ces gens-là souhaitent collaborer excusez-moi, donc ces gens-là peuvent collaborer, ils ne le souhaitent pas toujours, ça c'est une autre histoire, sans se connaître et sans se faire confiance. Donc, ce qui est à la base de la relation dans une société, vous le savez, c'est la confiance entre les parties. On parle souvent de l'intuition personnelle. On va conclure un contrat en considération de la personne. Et bien ici, c'est autre chose. On a confiance en quoi? Puis on a confiance en la technologie. Donc, ce qui implique, évidemment, on peut avoir confiance en nos collègues, mais la première chose qui nous amène dans ce type d'organisation, c'est la confiance en la technologie. Donc, pour des projets de toutes sortes, commerciaux, caritatifs, on va le voir, là, vraiment des projets de toutes sortes, dans un environnement extrêmement sécuritaire, puisque c'est l'environnement de la Chine. Ici, je vous ai mis donc une autre définition que j'ai prise dans le glossaire de l'Office québécois de la langue française.
Donc là, on dit qu'une DAO, c'est une organisation qui n'a aucun propriétaire, dont la gestion est automatisée selon un ensemble de contrats intelligents et pour laquelle la participation humaine est limitée ou inexistante. Donc, tout ce que vous aviez dans la définition précédente est présent, mais l'entité, elle n'est pas représentée par un conseil d'administration, comme on le voit par exemple, ou encore par des gérants, comme on le voit au sein d'une société, mais c'est ici un amoncellement de contrats intelligents qui forment l'organisation et tout est prévu dans le cadre de ces contrats. Donc, ça m'amène à vous donner aussi la définition des contrats intelligents pour ceux qui sont plus ou moins à l'aise avec ce concept, smart contract en anglais. Donc, un contrat intelligent, c'est un programme dont le code est inscrit dans une chaîne de blocs et dans lequel est défini un ensemble d'instructions. Ces instructions vont s'exécuter de manière automatique lorsque certaines conditions sont réunies. Donc, bien important, pour ceux encore qui ne sont pas familiers avec ces concepts, les contrats intelligents ne sont pas a priori synonymes du contrat au sens juridique du terme. Bien important, là, un contrat intelligent, a priori, c'est une application qui va permettre d'exécuter automatiquement certaines clauses d'un contrat. Donc, voilà pour la définition de l'organisation autonome décentralisée. Je comprends que ça ne doit pas être encore très clair pour ceux qui ne sont pas familiers. Avant de vous montrer là, deux schémas de concept qui devraient permettre là, je dirais, de vulgariser cette notion d'organisation autonome décentralisée. Donc, une organisation autonome décentralisée, c'est formé avec des contrats intelligents. Tout est prévu dans le contrat intelligent. Pourquoi les contrats intelligents? Quelle est la force les forces et les faiblesses de ces contrats? Eh bien, les contrats intelligents, on mentionne dans la littérature que ce sont des vecteurs de confiance. Pourquoi des vecteurs de confiance? Parce que, bon, ils sont sur la chaîne de blocs, il y a de la transparence. Donc, lorsqu'on fait référence à ce qui est inscrit dans le cadre de ces applications informatiques, eh bien, vous pouvez le voir. Ce n'est pas quelque chose qui est occulte, c'est quelque chose qui est accessible à tous dans la mesure où vous comprenez le langage informatique. Les contrats intelligents sont aussi des outils de suivi contractuel extrêmement performants. C'est la raison pour laquelle, dans les prochaines années, ça devrait changer notre façon de faire du droit. À nous, les juristes, vous allez le constater, c'est évident que le droit des affaires, pour les faits qui m'intéressent, le droit des contrats ne se pratiquera plus de la même façon dans quelques années. Les contrats intelligents amènent beaucoup de clarté, de précision, de modularité en fonction, évidemment, de la logique informatique. C'est évident qu'on ne peut pas traduire toutes les obligations que l'on connaît en droit dans le cadre d'un contrat intelligent. Par exemple, une obligation de bonne foi, vous comprendrez que c'est extrêmement difficile, je pense qu'il y a des informaticiens ici, mais c'est extrêmement difficile de traduire ça en langage informatique. Cependant, mentionner qu'il y aura exécution de l'obligation dans 3 mois, ça, c'est une obligation qui peut être traduite facilement en langage informatique. Donc, certaines clauses d'une convention peuvent bénéficier des avantages de ces applications informatiques. Ça diminue. En bout de ligne, ça va favoriser l'accès à la justice, c'est l'utilisation de ces applications. Ça va diminuer l'exécution forcée aussi du contrat. Au chapitre des faiblesses, ben, il y a le pseudonymat. On va y revenir là, tout au long dans les prochaines minutes. L'absence de confidentialité. Qui dit transparence, ben, il y a des désavantages lorsqu'on pense au monde des affaires. Vous savez peut-être que dans le monde des affaires, je ne sais pas si vous êtes rendu là, je pense encore aux étudiants qui sont en entreprise, le secret des affaires qui est très important. Donc, pour un entrepreneur, on n'a pas envie, évidemment, que tous nos projets d'entreprise, tous nos secrets de commerce là, soient livrés à tout le monde. Donc, il y a des enjeux importants ici. Il y a beaucoup de recherches
Il faut comprendre que ce dont je vous parle ce soir, ce sont des sujets. On est au tout début là, de l'évolution de ces organisations et les informaticiens travaillent à concilier ces nouvelles organisations avec, entre autres, le secret des affaires. Je disais des choses là-dessus la semaine dernière qui sont extrêmement intéressantes. Une faiblesse aussi, c'est peut-être le langage de programmation formel. Je disais tout à l'heure que toutes les obligations juridiques ne peuvent pas être traduites dans le cadre d'un contrat intelligent, parce que le langage informatique est formel, une rigueur d'exécution, des 0, des 1, donc s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait de l'informatique, vous comprenez que tout n'est pas traduisible, donc il y a une façon d'écrire qui n'est pas la même que le langage du droit. Donc, il y a beaucoup de défis là, à ce niveau-là, mais ce n'est pas irréconciliable. Donc, j'en arrive avec mes schémas de concept qui devraient vous permettre là, de vous familiariser avec cette notion d'organisation autonome décentralisée. Donc, l'eau, c'est une organisation qui fonctionne comme une société. Donc, vous devez vraiment garder à l'esprit que c'est un nouveau véhicule juridique qui permet d'exploiter une entreprise, mais sans conseil d'administration ou sans direction générale. Donc, ce sont les contrats intelligents qui jouent ce rôle, le rôle du conseil d'administration. Autonome, donc cette organisation, elle est complètement, et c'est ce qu'on vit, dans certaines organisations, on constate que les personnes physiques ont encore une certaine place, mais ce qu'on vise, c'est l'indépendance des lots. Donc, aucune structure hiérarchique gérée par des humains ne devrait interagir, les humains ne devraient pas interagir avec l'organisation ni contrôler les biens. Et finalement, l'élément de décentralisation, donc cette organisation est exclusivement donc contrôlée par le code, les contrats intelligents. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de DAO, on parle d'organisations qui se trouvent sur des chaînes de blocs ouvertes. Donc, de véritables chaînes de blocs, et non pas des chaînes de blocs permissionnées, des chaînes de blocs privées. On ne veut pas dire que c'est impossible, mais ce qui se développe actuellement, c'est avec la chaîne de blocs publique. Donc, quand je fais référence à des chaînes de blocs publiques, c'est des chaînes de blocs comme Bitcoin, comme Ethereum, pour vous donner des exemples qui sont connus. Autre façon de vous présenter la DAO, c'est peut-être encore de la comparer avec la société par action. Donc, la société par action a un conseil d'administration. Certaines ont un comité de direction. Les décisions sont votées. Et le fameux secret des affaires dont je vous parlais il y a quelques minutes. Donc, la DAO, elle, évidemment, elle est horizontale, donc elle n'a pas de conseil d'administration ni de comité de direction. Les décisions sont prises par le code, donc tout a été codé préalablement et les décisions sont automatiquement appliquées. Elles seront irréversibles à moins qu'on s'entende a posteriori pour modifier ce qu'on avait programmé a priori. Et transparente, là encore, en raison de la transparence de la technologie. Donc, n'importe qui est membre de la DAO pourra soumettre une proposition s'il possède un jeton et si ce jeton lui donne un droit de vote. On reviendra sur les différents types de jetons ou enfin les différents acteurs de la technologie. Donc, vous voyez la comparaison entre les sociétés, au sens large, tant les sociétés de personnes que les sociétés par action, et ces nouveaux véhicules là, qui apparaissent lentement dans le paysage juridique. Donc, ça m'amène maintenant au code d'utilisation. Peut-être un élément là, qui est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de curiosité à ce niveau. Pour quel type d'activité donc utiliser
l'organisation autonome décentralisée plutôt qu'une société ou encore une autre forme de groupement. Il devrait normalement y avoir des avantages. Sinon, on resterait évidemment dans nos pantoufles, parce que nos pantoufles sont confortables. On sait évidemment, on connaît leurs limites. Et alors qu'avec ces nouvelles organisations, là, il y a plusieurs petits problèmes et gros problèmes qui peuvent se poser. Donc, à l'origine, je dirais que les DAO ont joué un rôle essentiel dans le paysage crypto. Je l'ai mentionné en introduction, la finance décentralisée. Lorsqu'aujourd'hui, on regarde l'écosystème, lorsque vous allez voir ce qui se cache là, derrière les DAO là, qui sont recensés sur les plateformes, bien, on constate qu'il y a de plus en plus de DAO qui sont mis sur le marché pour structurer et financer les activités économiques du Web3. Donc, finance décentralisée, les plateformes de toutes sortes. Je pense à des plateformes de covoiturage, par exemple, Eva. Tout le monde connaît Uber, qui est une plateforme centralisée. Là, je fais référence à des plateformes décentralisées, comme Eva, qui est, je donne toujours l'exemple d'Eva parce que c'est une plateforme qui a été développée ici par des étudiants de l'Université Laval et qui, aujourd'hui, quand même, a une place de choix au Québec sur le marché. Je pense entre autres à l'aéroport de Montréal, là où vous retrouvez Eva juste à côté d'Uber. Et aussi, évidemment, pour tout type d'entreprise entièrement automatisée. Là, cependant, vous avez peut-être, enfin, ceux qui s'intéressent à ces technologies, vous avez certainement entendu parler de l'affaire d'Idaho. Donc, l'affaire d'Idaho, c'est la première DAO. Enfin, c'est ce qu'on présente dans la littérature comme la première DAO, qui en 2016 a connu un échec fracassant. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans au sein de cette entreprise, au sein de cette organisation, on a parlé évidemment avec beaucoup de négatifs. Il y a eu évidemment beaucoup de mauvaise presse sur cette affaire-là. Et lorsqu'on comprend vraiment ce qui est arrivé, on constate que le problème ne résidait pas dans la DAO en tant que telle, mais dans l'humain. C'est l'humain qui était derrière cette DAO, l'IDAO, de 2016, qui n'avait pas compris ni respecté le modèle. Donc, le modèle d'organisation horizontale. On a fait de l'argent très, très, très rapidement avec d'IDAO, qui était une organisation pour du financement participatif. Donc, on avait mis en place cette structure-là pour aller chercher de l'argent. On disait aux gens, amenez-nous des projets. Les membres validaient ces projets et on a ramassé un pactole incroyable, 150 millions en l'espace de quelques jours. Et on s'est fait pirater quelques jours après, un tiers du montant. Donc, toute une affaire d'IDAO. J'y reviendrai à la fin lorsque je conclurai là-dessus. Donc, après l'IDAO, en 2016, il y a eu un ralentissement dans ce type d'organisation. On a dû attendre quelques années. Donc, pour voir réapparaître, je dirais, en masse des organisations. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé en quelques années, en 3 ou 4 ans. Donc, on a aujourd'hui des communautés beaucoup plus éduquées, qui comprennent comment fonctionnent ces organisations. On met en place aussi dans plusieurs cas, et c'est intéressant à ce niveau-là, de meilleures pratiques de gouvernance, parce que c'est pas la même chose qu'une société. On ne peut pas déguiser une organisation autonome décentralisée en société, ça ne va pas fonctionner. Et on développe, les informaticiens, les ingénieurs développent des outils de gestion qui sont plus faciles à manier pour monsieur, madame, tout le monde, là, qui vont nous permettre évidemment de prendre des décisions facilement dans la mesure où on comprend un tant soit peu le langage des contrats intelligents. Donc, je vous rappelle, le site d'IDAO, c'est qu'il y avoir de l'information là-dessus. Donc, aujourd'hui, là, vous allez constater que vous avez ces organisations
dans le domaine culturel, dans le domaine des dons, dans le domaine des services, dans le domaine de la finance, dans le domaine des réseaux sociaux, dans le domaine des collections, des médias. Donc, c'est très, très vaste. On en retrouve vraiment dans tous les secteurs de l'économie. Vous avez des DAO qui sont très célèbres, comme par exemple Tezos, Aragon, MakerDAO, Pointe-Nord. Il y en a plusieurs et bien que tout se fasse sur blockchain, la coordination entre les membres de ces organisations s'effectue à l'extérieur de la blockchain au moyen de réseaux sociaux alternatifs. Quand on creuse, là, on comprend comment ça fonctionne et comment on réussit à aller chercher finalement le membership qui est nombreux là, pour une majorité de ces entreprises. Donc, ce que je vous ai mis ici, ce sont les acteurs de la DAO. Donc, il y a 4 acteurs au sein de ce type d'organisation. Puis, ça va vous permettre de comparer avec ce qu'on trouve au sein d'une société. Donc, vous avez tout d'abord le fondateur ou encore les fondateurs qui sont les programmeurs de la version originale du contrat intelligent. Donc, ça, c'est une étape, évidemment, qui est extrêmement importante. Ce sont eux, évidemment, qui sont les porteurs du projet. Et ce sont eux, évidemment, qui sont les propriétaires, je dirais, de départ. Par la suite, on voit apparaître les participants ou encore les membres. Je fais la distinction entre les deux. Si vous allez consulter le contrat ou encore les statuts d'une organisation autonome décentralisée, ça, c'est un élément qui est très important. Voir qu'est-ce qu'on entend par participant, qu'est-ce qu'on entend par membre. Moi, la distinction que je fais, les participants, ce sont des investisseurs qui n'ont aucun pouvoir décisionnel, alors que les membres investisseurs, eux, ils possèdent un pouvoir décisionnel, c'est-à-dire qu'ils détiennent un jeton de gouvernance. Donc, déjà, lorsqu'à l'intérieur d'une DAO, vous avez ces 2 catégories de membership, ben, on a déjà un problème. On voit apparaître, évidemment, de la verticalité. On voit apparaître, évidemment, il y en a pas qui a plus de pouvoir que l'autre, alors qu'à la base, ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait, évidemment, quand on fait référence à une organisation horizontale, on voulait des gens le moins d'asymétrie informationnelle possible et des gens sur le même pied. Cependant, dans la pratique, on trouve très, très souvent ces 2 catégories. C'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui. Le dernier acteur, et non le moindre, dont on entend très peu parler, c'est le curateur. Donc, le curateur, qui est-il? Eh bien, c'est un acteur qui est apparu, en tout cas, moi, je l'ai trouvé, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de littérature encore là-dessus. Moi, je les ai trouvés dans l'affaire d'IDAO, devant la commission américaine là, qui regardait ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Donc, le rôle du curateur, il a 2 missions en réalité. Une mission de vérification et une mission de protection. Donc, quand on fait référence à la vérification, c'est la vérification, et ça c'est important, systématique de l'identité de l'adresse publique de la personne qui présente une proposition de vote, ainsi que de l'adéquation entre l'opération soumise au vote et sa finalité annoncée. N'oubliez pas que quand on investit dans ce type d'organisation, quand on devient membre de ce type d'organisation, on est sous pseudonyme, d'où l'importance de ce type de vérification. Et la deuxième dimension, enfin la deuxième partie de son rôle, un rôle de protection, c'est entre autres pour protéger contre les attaques à 51%. Donc, dans le cas d'IDAO, en 2016, on avait un système qui regroupait 11 adresses publiques et ce sont ces 11 adresses publiques qui constituaient le curateur en tant qu'entité collégiale. Donc, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites là-dessus, mais je vais m'arrêter parce que je vois que le temps file. Le cycle de vie d'un projet
DAO, si on compare avec la constitution d'une société par action, le démarrage, le fonctionnement, ben, vous l'avez ici. Vous avez les fondateurs qui vont développer une application, un projet. Vous pensez, par exemple, à une application de finances décentralisée, par exemple. Il y en a beaucoup. Les fondateurs vont lancer, imaginons sur la blockchain Ethereum, par exemple, un jeton qui est associé au projet. Donc, à ce stade-ci, vous allez constater qu'il y a une forte concentration de détention de jetons, les détenteurs de jetons que vous pourriez comparer aux détenteurs d'actions ou encore aux détenteurs de parts sociales si vous comparez avec les véhicules que vous connaissez. Donc, forte concentration autour de l'équipe fondatrice, puis un petit groupe d'investisseurs en démarrage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une ICO. Donc, on va tenter d'aller chercher sur chaîne de blocs. Et ça va commencer à se diluer là, lentement. Je pourrais utiliser le terme l'actionnariat, mais ce n'est pas de l'actionnariat, là, ce sont les investisseurs du projet. Donc, concrètement, les fondateurs, lorsqu'ils créent la DAO, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent un contrat intelligent, une B, contrat intelligent. Là, ils font une levée de fonds, dont je vous parlais à l'instant. Donc, on va chercher de l'argent. Peut-être qu'il y a besoin, je ne sais pas, moi, de 500 000 ou on va parler plutôt en crypto. Je parle encore en monnaie fiat, mais on pourrait parler plutôt en crypto. Aujourd'hui, le Bitcoin, si vous suivez ça un petit peu, il y a quand même une montée intéressante. Donc, c'est le temps. Donc, on fait une levée de fonds. Et là, vous aurez évidemment de plus en plus d'investisseurs qui vont acquérir de jetons. Et là, la participation, on va dire l'actionnariat, va se diluer. De plus en plus de monde un peu partout sur la planète qui vont avoir pris connaissance peut-être du livre blanc du projet, qui vont avoir été intéressés par ce projet, qui vont faire l'acquisition de jetons. Et par la suite, évidemment, la DAO va se déployer là, sur la chaîne de blocs Ethereum, par exemple, dans le cadre de mon exemple. Ça marche de même. Une DAO actuellement. C'est sûr que lorsque le droit donc, va s'en mêler, il va y avoir des documents là, juridiques qu'on va associer à cela. Je n'ai pas le temps, évidemment, de discuter de cela ce soir. Mon but ce soir, c'est de vous dire que ça existe, que vous aurez l'occasion, certainement dans les prochaines années, moi je vais prendre la retraite, mais vous aurez certainement l'occasion de travailler avec ça et de développer ce type de modélisation. Donc, des conventions de DAO. Aujourd'hui, on a des contrats de société, des conventions d'actionnaires. On aura certainement des conventions de DAO. Donc, ça m'amène à la deuxième partie. Peut-être, là, je regarde là, peut-être le plus intéressant, puis je voudrais prendre des questions, je vais essayer d'aller vite dans cette deuxième partie. Donc, c'est ça le problème actuel. Le problème qui se pose, c'est quelle est la structure juridique qui peut accueillir ce véhicule juridique? Ailleurs sur la planète, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'États à travers le monde, ça a été dicté par des États américains, qui ont adopté des lois pour offrir un statut juridique clair au DAO. Et ce qu'on constate lorsqu'on regarde ces législations qui ont été développées, là, je vous en ai mis certains États, mais ce n'est pas exhaustif. J'ai vérifié encore hier et j'ai vu que, par exemple, la Suisse, la Nouvelle-Angleterre, en tout cas, il y en a de plus en plus là, qui s'intéressent à cela et qui adoptent des lois particulières. Donc, ce qu'on met en place, ce sont des sociétés à responsabilité limitée. De façon générale, c'est le modèle là, qui semble faire l'unanimité. On confère la personnalité morale à ces organisations et les membres bénéficient évidemment d'une responsabilité limitée. C'est l'intérêt de les réguler. Donc, actuellement, sur la planète, vous avez quelques DAO qui sont régulés, mais la majorité des DAO
qui existent sur le globe ne sont pas régulées. Ce qu'on constate, c'est qu'elles sont créées exclusivement pour l'univers numérique. Tant qu'elles sont sur la blockchain, ça ne pose pas trop de problèmes. C'est lorsqu'elles entrent en relation avec le monde réel, lorsque, par exemple, elles sont poursuivies par quelqu'un, lorsqu'on veut saisir un bien, c'est là où le problème évidemment qui se pose. Elles tirent exclusivement leur existence du code, puis il n'y a aucune référence à un ordre juridique, parce que je vous ai dit au tout début qu'une DAO, c'est une entité qui est mondiale par nature. Donc, c'est extrêmement difficile de rattacher la DAO à un État. Donc, on se pose la question, quel est le droit applicable dans un tel cas? Parce qu'aujourd'hui, il y en a, il faut vivre évidemment avec les problèmes qui se posent, comme tous ceux qui se posent dans l'univers des technologies émergentes. Il y a quelques années, je me souviens plus, 2021, je pense que c'est 2021, mais non pas 2022, c'est 2021. Il y a des experts à travers le monde qui se sont réunis pour mettre en place une loi type sur les DAO. Et ce qu'on propose, c'est probablement, ça ressemble beaucoup à ce qui est adopté par les États américains. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que le deuxième petit point, on nous dit que les statuts de la DAO devront être rédigés en langage clair sous forme de texte d'enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel. Je disais tout à l'heure que c'est bien beau le contrat intelligent, mais encore faut-il être capable de les lire et de les comprendre. Donc, dans le cadre de cette loi modèle, on dit aux législateurs, forcez vos entrepreneurs à traduire leur code en langage formel. Donc, ça, c'est un élément qui est important. La personnalité juridique. On demande dans cette loi-là à la DAO de faire un choix d'État principal, même si par nature, elle est internationale. En seul québécois, il n'y a pas de vote. Évidemment, on se retrouve avec quoi? Vous avez un peu deux choix qui sont loin d'être parfaits. Le premier, ce serait de mettre la DAO dans le moule de la société par action. Mais si vous mettez la DAO dans le moule de la société, parce que c'est très peu formaliste, personne ne peut vous taper sur les doigts si vous le faites, mais n'oubliez pas que la société par action, c'est une organisation qui est verticale, qui impose d'avoir un dirigeant, alors que quand on parle de DAO, normalement, il n'y en a pas de dirigeant. Donc, ça ne fonctionne pas bien. N'empêche qu'il y a certaines personnes, certains avocats, certains notaires qui ont pu le faire, mais ce n'est certainement pas un conseil que je vous donnerai. L'autre choix, c'est les sociétés de personnes. Les sociétés de personnes, pour répondre, c'est encore très peu formaliste. Il faut répondre à 2186 si vous avez trois conditions, apport, partage des bénéfices, intention de s'associer. Attention, moi je vous dis que la société en nom collectif et la société en participation, qui est peut-être le modèle qui est le plus utilisé, vous allez avoir un problème avec l'appel public à l'épargne, parce que vous avez des jetons, parce qu'avec ces sociétés, vous ne pouvez pas faire appel public à l'épargne. Vous êtes coincé. Il n'y a que la société en commandite qui permet de faire appel public à l'épargne. Mais là encore, avec le commandité, les commanditaires, c'est un modèle qui n'est pas conçu pour ces organisations. Donc, selon moi, le droit des sociétés n'est pas conçu pour ces organisations. Donc, on se trouve actuellement à concocter des choses qui sont loin d'être parfaites. Il y a peut-être la fiducie, j'ai peu le temps de vous en parler ce soir, mais ça pourrait peut-être être intéressant parce qu'il est possible d'exploiter une entreprise avec une fiducie. Donc, écoutez, je vois l'heure. Il y a beaucoup de questions. Il y aurait beaucoup de choses que je pourrais vous dire encore. J'ai peu de temps parce que je voudrais au moins prendre une ou deux questions. Donc, juridiquement, il y a la question de la décentralisation de la gouvernance qui va être une question importante, le statut juridique incertain des sociétés et la question de l'inintelligibilité du contrat intelligent.
Donc, pour protéger le consommateur, ça, c'est un élément qui est important. Donc, je vous invite, je vais avancer rapidement sur mes diapos. Je vais vous amener à la toute fin, où j'ai 2 articles qui vont sortir bientôt, si ça vous intéresse, vous les verrez. Voilà, je vais répondre à vos questions. Je vous remercie. Donc, est-ce que vous avez des questions à la maison ou en salle? Oui. Parmi les faiblesses de la DAO, puis liées aux enjeux de la chaîne de blocs en tant que telle, qu'est-ce qu'il y en est des erreurs de programmation? Parce qu'on sait que ça fonctionne par calcul intelligent. Si le contrôle lui-même est mal programmé, La question que vous posez, ce n'est pas une question qui est propre à la DAO, c'est plutôt une question qui est, à la base, qui est propre à la blockchain. Lorsqu'on parle évidemment de chaîne de blocs publique, on fait référence à l'immuabilité. C'est à la fois une force et une faiblesse. Donc, il faut rédiger en amont un bon contrat. Puis lorsqu'on ne le fait pas en amont, ou lorsqu'il y a un problème, une erreur, il faut réussir. Il y a toujours une porte de sortie, c'est de s'entendre au niveau de la gouvernance. Donc, si on s'entend, on va arriver à régler ce problème. Si on ne s'entend pas, on est pris avec le problème. Donc, il faudra évidemment trouver une façon pour régler le litige. Il n'y a pas de magie. Merci. Monsieur? Oui, je reviens sur le curateur, dont l'une des missions était de protéger. Vous avez dit que le curateur protège à 51%. Enfin, contre les attaques. Là, contre les attaques. C'est un de oui. Les 49%, ça veut dire que c'est pas fiable. Bon, évidemment, je n'ai pas fait d'études empiriques là-dessus. On parle très peu du curateur dans la littérature juridique. Donc, je pense que au niveau de la responsabilité, parce que le curateur, moi, ce à quoi je pense, considérant ses missions stratégiques, on pourrait être responsable, le curateur. Donc, éventuellement, je pense qu'on devrait se diriger. Je parlais tout à l'heure de la fiducie. Donc, il aurait une responsabilité, ce personnage, ces personnages, cet acteur, et il pourrait être tenu responsable. Donc, évidemment, on est des juristes, quand vous posez la question, c'est pas fiable, au niveau de la responsabilité, il y a la question à se poser, est-ce que ce sera une responsabilité de résultat, une obligation de résultat qu'on lui imposera, une obligation de moyens? Je ne suis pas capable de vous donner la réponse ce soir, mais ce sont des éléments extrêmement importants. Monsieur, je vais juste m'assurer, est-ce qu'il y avait quelqu'un? Il y avait une question sur la question. La question, puis après je prendrai à vous juste pour... Oui, excusez-moi, est-ce que tu peux m'aller? Oui. Pouvez-vous donner des exemples accessibles de traduction en langage formel de contrats intelligents, DAO ou autre? Ben, écoutez, j'en avais ici, quand je parle de traduction en langage formel, c'est-à-dire que le contrat intelligent, il va être en langage informatique. Donc, illisible, si vous ne comprenez pas les 0, les 1, je n'ai pas d'exemple devant moi, là, mais la personne qui a posé la question, vous n'avez qu'à aller sur Google, là, puis mettre modèle informatique de contrat intelligent, puis vous allez en avoir. Donc, vous allez constater que si vous n'êtes pas informaticien, vous allez être incapable de comprendre ce qui se retrouve dans ces paragraphes-là. Donc, moi, lorsque je fais référence au langage formel, c'est-à-dire à la traduction en français, en langage qu'on comprend, on fait référence souvent à un contrat Fiat versus un contrat informatique. Voilà. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu vous donner des exemples. Je m'excuse. Monsieur, oui. Ouais, en général, le rôle du curateur, c'est qui? C'est un consultant? C'est une partie prise dans la société? C'est choisi comment? C'est prévu,
évidemment, c'est le fondateur qui, rappelez-vous le cycle de vie là, que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, lorsqu'on démarre le projet, on veut utiliser ce type d'organisation et qu'on met au point là, notre société, là, notre organisation d'AO, là, eh bien, c'est à l'intérieur, c'est là où, évidemment, on va faire le choix d'un curateur ou non, parce qu'il n'y en a pas dans toutes les DAO. Puis comme il n'y a pas de législation, je n'ai pas vérifié les lois qui ont été, parce qu'on va faire de la recherche évidemment là-dessus, je n'ai pas personnellement vérifié les législations qui sont adoptées, ce que je trouve aux États-Unis, par exemple, mais dans la loi modèle, pour vous donner un exemple que je connais très bien, j'ai analysé de long en large la loi modèle et on ne prévoyait pas de curateur dans la loi modèle. Donc, on prévoyait, c'était vraiment le modèle de la société par action qu'on tentait d'adapter là au DAO et il n'y avait pas de curateur. Donc, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Mais il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de travail qui doit se faire. Hier, je prenais connaissance d'une étude encore sur les DAO très récente d'octobre 2023 d'experts internationaux et c'était une nomenclature finalement des questions qui restaient à explorer là, sur ces organisations et ça fait partie de ces questions. Donc actuellement, vous savez, c'est une période qui est très excitante, très stimulante, mais il y a beaucoup de questions où on n'a pas de réponse. Voilà. D'autres questions? Monsieur? J'imagine qu'à un certain point, si on veut traduire les contrats intelligents pour les rendre intelligibles, Oui. Il va falloir des juristes qui sont à la fois informaticiens et juristes. Oui, ça c'est évident, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ce que l'on constate déjà, je travaille avec un laboratoire informatique à l'École de technologie supérieure. Donc, il existe déjà des outils qui permettent à des gens qui ne connaissent pas le langage informatique de traduire et avec un résultat extrêmement intéressant. Mais c'est vrai que si vous voulez vous assurer, on prend ChatGPT, on vous dit ne vous fiez pas évidemment à ce qu'on vous donne. Si vous voulez vous assurer évidemment de la véracité de la traduction, un juriste qui a une double formation, c'est extraordinaire. Un juriste qui n'a pas cette double formation est carencé. Je le constate personnellement tous les jours. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est tout un avantage, absolument. Oui, madame. Est-ce que le fondateur peut détenir des jetons et être en même temps un participant? Et si oui, ça ne remet pas en question le caractère non hiérarchisé de la DAO? Tout à fait. Donc, pour répondre à votre question, le fondateur peut évidemment détenir des jetons. Et ce qu'on constate, je suis allée un peu vite parce que je voulais vous donner quand même une minute pour quand même revenir sur mes conclusions. On constate que c'est extrêmement difficile, la pratique de décentraliser. Donc, il y a un vrai. Dans toutes les organisations qui existent aujourd'hui, là, il y a un grand manque de décentralisation. Il y a des études qui ont été effectuées et qui montrent que 1% des porteurs de jetons détiendraient dans plusieurs DAO 90% des droits de vote. Donc, ça vous donne évidemment là, une idée du problème. Lorsque vous avez réellement décentralisation au sein de ces organisations, ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent un manque de leadership. Évidemment, parce que tout le monde est sur un pied d'égalité, s'il n'y a pas de leader. Donc, comment concerter, comment amener les gens à... Donc, il y a un problème de coordination, manque de leadership, les taux de participation, les taux de vote
sont extrêmement, de votation sont extrêmement faibles. Donc, il y a beaucoup de recherches qui doivent se faire au niveau de la décentralisation. Je vais avancer. Quand on a commencé à créer ces structures décentralisées, ce qu'on voulait, c'était pallier les problèmes qu'il y avait avec les sociétés. Dans le droit des sociétés, on constate qu'il y a beaucoup de comportements opportunistes. Asymétrie informationnelle, on en parle beaucoup en droit des sociétés. Mais on constate que dans les DAO qui existent actuellement, il y a les mêmes problèmes. Pourquoi il y a les mêmes problèmes? Il y a des risques de conflit malgré les contrats intelligents. On constate que la décentralisation ne va fonctionner que lorsque vous avez des petites organisations. Alors que c'est conçu, ces DAO-là, il y a beaucoup de monde qui se retrouvent évidemment un peu partout dispersés sur la planète. Donc, les pouvoirs décisionnels sont extrêmement dispersés. Donc, problème important, manque de leadership, comme je vous le disais tout à l'heure. Les membres ne comprennent pas le langage informatique. La majorité ne comprennent absolument pas les décisions qu'ils doivent prendre, les votes qu'ils doivent prendre. Et à partir du moment, ça je vous l'ai dit aussi, où vous avez une hiérarchie entre les types de jetons, certains jetons avec droit de vote, d'autres sans droit de vote, déjà, évidemment, vous créez là une certaine hiérarchie. La présence du curateur, on en a parlé, le pseudonymat engendre aussi un problème, évidemment, de responsabilité. Donc, ma conclusion, c'est que les DAO qui existent aujourd'hui demeurent fondamentalement verticales. Donc, il y a beaucoup de travail qui devra être effectué pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est de la décentralisation. Lorsqu'on parle de décentralisation, tout le monde doit avoir accès à la même information. Le contrôle ne doit pas se trouver entre les mains de personnes privilégiées. On doit avoir une structure juridique adéquate. Puis, je reviens évidemment sur le rôle du juriste. Donc, votre question m'a permis de terminer. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Oui. Bonne soirée.